Eh ben voilà, mais eh bien, Nicolas Conquer est donc notre invité dans cette matinale de GPTV. Et donc déjà, pour commencer, nous le saluons. Bonjour Nicolas et Bonjour bienvenue. Nicolas également. Nicolas Conquer, dont on rappelle qu'il est... il faudra nous d'ailleurs nous donner cette spécificité, quoique ce n'en est pas une. Il y a la même chose, par exemple, avec le Parti conservateur britannique. Je connais ses représentants en France. Cette spécificité, vous êtes le porte-parole Nicolas, alors il y a deux associations, mais les Overseas et puis les Republicans in France, mais en fait, vous travaillez tous ensemble et vous en êtes en quelque sorte le porte-parole, si je ne me trompe, sachant que nous avons déjà reçu ici, dans des émissions précédentes, Paul Rhin ainsi que Philippe Kersanti. Effectivement, donc je suis le porte-parole d'une association qui est un parti politique qui s'appelle Republican Overseas et qui vient représenter les intérêts des Américains qui vivent en dehors des frontières des États-Unis. Il faut savoir que ça représente quand même 9 millions de personnes qui peuvent Oui. être soit des expatriés, des retraités, des touristes, des étudiants, des militaires. Et tout cela ont besoin déjà qu'on les aide à s'insérer localement, mais également à faire valoir leurs droits pour voter, et également sur des questions de lobbying, de manière à ce qu'ils ne soient pas taxés outre mesure par l'IRS qui est assez confiscatoire. Donc nous, en plus de ça, on vient commenter et apporter une voix un peu discordante sur les plateaux pour réinformer tant l'opinion française que mobiliser l'électorat français, mais qui aurait également la possibilité d'exercer son droit de vote. Donc voilà un peu ma démarche, à plus forte raison maintenant, on est dans le money time de cette campagne où c'est important de mobiliser chacune des voix. Donc si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage, mettez-le en lien avec moi, je serais ravi de l'accompagner dans ces différentes démarches. En tout cas, Nicolas, en matière de réinformation, vous avez du boulot, hein. Avec les médias français, il y a du travail. Je suis d'ailleurs vos prestations toujours excellentes, mais ô combien difficiles sur les chaînes d'infos en continu. Alors on peut dire, le moins qu'on puisse dire, et qu'on ne vous épargne pas, hein. Bah, on a de qui Non. tenir, on a un bon exemple. Vous savez, le Donald Trump avec son fight, 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 ça nous inspire et il rentre dans l'arène, quel que soit le rapport de force et il arrive à retourner un peu des situations. Voilà, je vais pas dans une optique de pugilat, mais juste de montrer qu'on n'est pas forcément la caricature de nous-mêmes et peut-être d'ajouter un peu de nuance dans son propos, surtout, de nos contradicteurs qui sont complètement biaisés, permet d'avoir une discussion qui peut être constructive et peut-être qu'on peut changer un peu légèrement nos positions à terme, préparer les mentalités aussi en France, qui sait? Peut-être pour un avènement de d'un mouvement plus populiste, un peu à la manière de ce qu'on peut voir aux États-Unis. Mais je pense que c'est là, vous mettez le doigt sur le fond du problème, parce que moi, je dis toujours, mais quelle puérilité de ces médias, de tous nos médias mainstream, de faire une propagande aussi éhontée pour la candidate démocrate contre Trump, alors que, après tout, en tout cas pour ce qui me concerne, en tant que Français, j'aurais pas mon mot à dire. Alors, je sais bien qu'on fait, paraît-il, voter des sans-papiers aux États-Unis, on a compris le stratagème, mais bon, en France, arrêtez, ne perdez pas votre temps, mes chers amis journalistes, essayez de nous dire un peu la vérité. C'est pas une propagande de guerre non plus. Enfin, à ma connaissance, c'est pas la guerre là-bas. J'espère que ça ne le sera jamais, euh, parce qu'on ne peut jamais. La politique du pire, c'est la pire des choses. Mais il y a cette désinformation permanente. J'ai l'impression que on traite l'information en France sur les élections américaines en regardant le New York Times et en prenant du New York Times ce qu'il y a de plus radicalement opposé à Trump. C'est à peu près le niveau de notre information. Mais en plus, doublé avec un renoncement à toute forme de journalisme sérieux, de déontologie, c'est-à-dire qu'ils vont pas creuser, ils vont pas s'interroger vraiment dans les motivations profondes ou dans les faits. Ils répètent les éléments de langage du Parti démocrate, ce qui est vraiment, là, c'est une machine de propagande à ce niveau-là. Donc il y a vraiment lieu d'aborder les choses et de scruter les 2 candidats, les 2 programmes avec, le même niveau d'exigence et qu'on arrive à mettre un peu face à ces contradictions l'un et l'autre et on voit qu'il y a des dits experts, de la question américaine qui prennent fait et cause. Donc je veux dire, au bout d'un moment, qui joue carte sur table, j'ai pas mon pins, mais c'est bien d'afficher qui est le sponsor derrière. Et dans ce cas, bon, on sait à quoi s'en tenir. Au bout d'un moment, si vous êtes un agent infiltré, enfin, vous pouvez pas juste utiliser votre statut d'expert pour déblatérer à longueur de plateau vos éléments de langage. Moi, on m'invite une fois par semaine et encore, parce que je tracte et voilà, j'essaie d'être dans la nuance, alors qu'à longueur de journée, on va abattre répéter des médias mensonges, des hoax contre Donald Trump, qui au final, ça n'aboutit à rien. Et comme vous dites, les Français ne votent pas, mais il ne faut pas oublier qu'il y a mécaniquement des répercussions sur la France et sur l'Europe et même sur le monde entier en lien avec cette élection qui va venir.
Et de fait, le pire, c'est qu'ils font, le mauvais diagnostic. Je pense qu'une candidature à une présidence de Kamala Harris, un deuxième mandat Biden-Harris, serait très préjudiciable pour la situation géopolitique dont vous parliez précédemment. Mais même sur des questions économiques, on a besoin d'une Amérique forte, Oui. pour avoir un monde prospère et je pense que c'est Donald Trump qui a les clés pour remettre l'Amérique en bonne ordre de marche. Bon, c'est sûr. On parlera, hein, des programmes et puis en effet, de ce que l'on peut attendre selon que ce soit Harris ou Trump en matière de géostratégie et de géopolitique. Peut-être d'abord une première question concrète. Vous le dites, on est dans le money time. Or, il faut bien que nos internautes comprennent qu'on ne vote pas aux États-Unis comme on vote en France, une journée et puis c'est terminé. Et on a le résultat le soir, on vote à 8 heures et à 20 heures, on sait qui est élu, ou en tout cas, on en a une grosse idée. Là, aux États-Unis, c'est très différent. Je ne parlerai même pas de l'après, mais déjà de l'avant. Et vous disiez que bah, justement, vous aidiez à informer aussi les compatriotes américains. Donc, par exemple, concrètement, les expatriés votent quand aux États-Unis pour les élections américaines? Les Eh ben, Américains en France? c'est très intéressant. Là, on est à 43 jours du Election Day. Le Election Day, c'est le 5 novembre. C'est un jour qui est fixe. Et de fait, c'est le droit de vote. C'est une compétence qui est à chacun des États. Il y a autant de manières de voter différentes qu'il y a d'États. Donc 50 États avec son propre code électoral. Et des règles qui vont être plus ou moins souples ou strictes selon le point de vue qu'on a, mais qui vont permettre à ce qu'on puisse voter par anticipation, voter par correspondance. Les premiers États comme la Caroline du Nord, la Floride, la Pennsylvanie ont commencé à lancer ces procédures de récolte de ces bulletins. Derrière, ils ont un traitement qui va être différent. Soit ils commencent à les comptabiliser dès maintenant, soit ils les gardent pour commencer à les dépouiller le jour de l'élection. Notamment la Pennsylvanie, d'où le fait que ce soit celui qu'on attend tous avec impatience le soir de l'élection. Et on est toujours surpris d'avoir des bulletins qui arrivent à n'en plus finir, même si, je tiens à rappeler, pour ajouter un point là-dessus, sur l'intégrité de ces élections, pour s'assurer que ces élections soient libres, intègre et exempt de tout soupçon, c'est qu'il y a des nouvelles victoires, notamment en Caroline du Nord et en Pennsylvanie, concernant, ça a été pris au niveau des cours suprêmes de ces États, qui permettent de justement limiter les bulletins qui arrivaient après le jour de l'élection, en fonction de la date et de la signature. Donc voilà, ça c'est une première chose. Donc la première chose, c'est que c'est une compétence qui est régie par chacun des États. La deuxième, c'est qu'on peut voter par correspondance. Traditionnellement, le vote par correspondance, qui correspond aussi bien les expatriés, les non-résidents comme moi, que des gens qui ne peuvent pas se déplacer pour quelconque raison, ça représentait déjà autour de 20% des bulletins au niveau général des États-Unis. À la faveur de la crise Covid en 2020, il y a un effort monstrueux qui a été activé pour pousser tout le monde à voter par correspondance et on a doublé cette proportion. C'est passé de 20 à 40 et accrochez-vous, les démocrates, ils sont 60 à voter par correspondance. Donc ça suppose qu'il y a une énorme appareil politique qui a très bien fonctionné, à force de constater, pour aller récupérer chacun de ces votes. Donc on va toquer à toutes les portes et là où c'est légal, parce qu'il faut bien rappeler qu'il y a des États qui sont plus stricts et vous pouvez pas aller chercher le bulletin et aller le mettre vous-même dans ces boîtes où on vote. Donc, on dit qu'on est arrivé à un excès. 40%, c'est un seuil extrêmement haut. C'était forcément pendant une crise Covid. Aujourd'hui, 2024, c'est différent et on sent que la mobilisation va être moins forte, d'autant au terme de participation générale des Américains. En fait, on va considérer que 2020 était un point de données, une anomalie statistique. On va revenir un peu dans le rang, un peu autour des 57-58, alors qu'on était à plus de 60% en 2020. Et la dernière chose, c'est que, une fois on a cette participation, aujourd'hui, j'anticipe un peu sur les sondages et un peu sur les tendances, c'est qu'on voit qu'il y a une plus faible mobilisation dans le camp démocrate, du point de vue du vote par correspondance et que le camp républicain avec son nouveau leadership, avec, la nièce de ou la belle-fille de Donald Trump qui est Lara Trump, ont vraiment investi cette sphère d'aller vraiment, faire, du travail de la base militantiste, aller vraiment chercher les votes là où ils sont, là où c'est légal et donc l'écart se tasse. Ce qui pour moi est vraiment le signe qui permet de limite D'être mettre de côté tous les optimiste. sondages. Donc c'est une vraie D'être représentation du terrain. optimiste. Ah oui, c'est extrêmement intéressant. Et donc on vote, on a les Américains de France ont déjà voté ou ils vont voter, ils votent Et ils quand? reçoivent leur bulletin, là, ils ont reçu ce week-end. Ah, ce Et de week-end. fait, suivant les États, soit vous pouvez directement vous l'envoyer par courrier, ou certains les prennent également par mail. Juste une particularité, on a voté pas mal de Ah oui, fois parce en que vous êtes France. expatrié vous êtes excusez-moi Nicolas, vous êtes expatrié, mais en fait vous dépendez d'un État et pas de l'ensemble de l'État fédéral, c'est ça? Non, c'est ça. Effectivement, chaque Ah vote est oui. rattaché à un État. Donc moi, je vote dans l'État du Minnesota. C'est tristement connu pour l'État de Tim Walz, le Parce que vous colistier de êtes Kamala Harris. Mais franco-américain. Vous ah êtes oui, absolument. franco-américain. Absolument, Ah oui, vous absolument. votez dans l'État de Tim Walz. Oui.
qui n'a pas été républicain depuis 1980 et j'ai de bons espoirs que là, on puisse enfin faire la bascule. Étonnamment, depuis que c'est le colistier de Kamala Harris, l'avance des démocrates dans cet État a diminué de 5 points. Donc, on peut appeler ça un joli contre son camp. Mais j'ai encore de grands espoirs à ce qu'on puisse avoir un État rouge dans le Minnesota. Ça me serait une très belle surprise. Donc, on peut Formidable. voter à distance. Et il y a des dates limites aussi pour le faire. Un dernier point de pédagogie et qui peut étonner quand on voit que ah bah, nous, le soir d'une élection, à 20 h, on a une estimation qui est à 90 figée. Aux États-Unis, ça peut prendre plus longtemps et par les États. Faut se mettre en tête que le bulletin de vote, il n'y a pas un nom ou il n'y a pas deux noms. C'est vous votez pour toutes sortes d'élections fédérales, le président, le sénateur, le congressman, différents membres de concile, le shérif. C'est un bulletin qui peut facilement faire une page recto verso sur lequel il y a plusieurs cages à cocher, sur lequel il peut y avoir des irrégularités, donc beaucoup de contrôles, de recours. Ce qui, pour moi, est indigne d'une grande démocratie. Il faudra revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus intelligible et beaucoup plus intangible. Et sans parler des machines de recompte derrière, mais ça, c'est encore une toute autre histoire. Mais il faut élever le standard qu'on a aux États-Unis, suivant certains États, concernant l'intégrité du vote. Je fais juste une petite parenthèse historique. On se rappelle tous, les plus anciens d'entre nous, de l'élection de 2000 qui a fait face à Bush, face à Al Gore, où Bien sûr. l'État de Floride était le dernier État qui allait permettre de faire basculer l'élection. Et ça allait jusqu'à la Cour suprême, ça a pris des semaines et des semaines pour comptabiliser les votes qui étaient poinçonnés, mal poinçonnés. Donc vous avez les juges à la Cour suprême qui sont en train de regarder ça. C'était la risée sur le monde international. Et de fait, à la suite de ça, les républicains et les démocrates de Floride ont remis le système à plat et c'est devenu un des plus performants aux États-Unis. C'est pas encore suffisamment élevé en ce qui me concerne, mais je pense que ça va prendre la bonne direction. Et du moins, c'est les efforts que font les républicains de manière à ce qu'il n'y ait aucun soupçon d'un côté comme de l'autre concernant le résultat des élections démocratiques. C'est pour ça et d'ailleurs, en Floride, on rappelle que c'était Jeb Bush, le frère, qui était le gouverneur. Donc évidemment, il y a eu énormément de soupçons à ce moment-là, de trucage. Mais bon, en tout cas, c'est monté jusqu'à, en effet, à l'époque, la Cour suprême qui n'était pas contestée à l'époque aux États-Unis. Ça, c'est une nouveauté. On conteste maintenant la Cour suprême. Alors évidemment, c'est les démocrates. Quand ça ne va pas dans leur sens, on a la même chose en France, on a eu la même chose. Évidemment, on dénonce la Cour suprême. Hem Nicolas Conquer, est-ce que, on pourrait peut-être commencer à entrer un peu dans justement les détails de la réinformation? Déjà peut-être concernant ce qui a été un moment fort de cette élection, en tout cas ça restera comme cela, c'est le débat entre, Trump et Harris. Ce débat, tout de suite donc on nous a expliqué qu'il avait été, gagné par KO, il était KO debout Trump tellement Harris, était merveilleuse, exceptionnelle, son enthousiasme à déplacer les foules, hein, on ne le constate pas, il faut elle a besoin de l'intelligence artificielle pour peupler ses ses meetings, mais bon, enfin, voilà, son enthousiasme a tout dévasté et Trump, qui était en roue libre, aurait complètement raté son débat. Est-ce que c'est aux États-Unis, en dehors de la sphère médiatique, et on pourrait parler aussi de la sphère médiatique, est-ce que c'est le même son de cloche qu'en France? Alors, 2 choses, hein. Le dernier chaos qui a eu lieu lors d'un débat, c'était bien le débat entre Donald Trump et Joe Biden, hein, qui, on le Ouais, rappelle, Donald Trump a mis fin à une carrière politique de 50 ans de Joe Biden, permettant de révéler aux yeux et aux su de tout le monde que Joe Biden n'était pas seulement fébrile, mais déclinant cognitif, qui était incapable d'aligner une phrase, et que c'était vraiment extrêmement gênant. Et ça, notamment, ça a été couvert au premier rang desquels par Kamala Harris, qui n'a eu de cesse de dire: «Mais Joe Biden, il est hyper percutant, son esprit est hyper affûté, ça dépote», et donc elle a vraiment cherché à masquer tout ça. Donc elle est, co-responsable un peu de cette omerta et voilà, de cette dissimulation de l'état de santé déclinante d'un président. C'est un grave mensonge vis-à-vis du peuple américain qui a besoin de le savoir et donc il faut vraiment insister là-dessus. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu et on plusieurs a tous propositions. besoin, si vous pouvez me permettre Ouais. Nicolas, on a tous besoin quand on a affaire quand même au chef de l'État qui peut appuyer sur le bouton atomique, on a tous besoin de savoir dans quel état cognitif est le président de la première puissance mondiale, hein. Assurément, à plus forte raison, quand on voit le monde qui s'embrase, des situations, Mmh. conflictuelles, dramatiques et qui peuvent s'escalader à tout moment, on a besoin de quelqu'un qui est en pleine possession de ses moyens et aujourd'hui, on le rappelle, c'est censé être Joe Biden qui est le 46e président des États-Unis, mais je me demande encore s'il y a un capitaine dans l'avion. Donc ça pourrait appeler des réponses qui sont d'ailleurs constitutionnellement prévues, hein, à savoir la destitution par le vice-président, du président qui serait défaillant, mais voilà. La deuxième chose, c'est qu'il y a ce débat qui devait avoir lieu, et
sciemment, pendant tout ce qui a mené à ce débat, Kamala Harris, elle avait donné absolument aucune conférence de presse, répondu à aucune question de journaliste vraiment sérieux ou des médias non amis et jusqu'à quasiment la veille du débat, elle avait aucune, on est une plateforme, elle avait pas de programme listé. Vous alliez sur son site, vous pouviez faire des dons, vous pouviez vous inscrire à sa newsletter, mais il y avait, rien en ce qui concerne la programmatique. Elle avait, à dessein repris quelques bonnes idées que Donald Trump avait, au point où pendant le débat, il dit: «Bah, tiens, j'aurais presque pu venir avec une casquette rouge MAGA et vous la donner tellement vous pompez un peu mon programme». Mais ça dit qu'elle a pas de constance. Kamala Harris, elle est réputée pour être vraiment très, très libérale, c'est-à-dire très, très extrémiste. Elle a des propositions qui sont difficilement défendables, qu'elle a tenues dans le passé et qu'elle a soutenues. On le rappelle qu'elle a été candidate à la primaire démocrate en 2020. C'était complètement extrême et elle est même pas allée au premier état des primaires, donc elle s'est fait sortir très rapidement. Joe Biden l'a pris parce que c'était une femme noire. Il l'a dit explicitement: «Je veux, une femme, et noire colistière». Elle était très impopulaire, mais il l'a prise malgré ses prises de position très extrêmes. Et on a, aujourd'hui, des rétropédalages systématiques sur l'ensemble de ces positions qui vont concerner soit la confiscation des armes, soit l'extraction du gaz de schiste, soit concernant la sécurité sociale et énormément de propositions sur lesquelles elle avait des propositions assez radicales et là, étonnamment, en campagne, elle fait, c'est même pas des elle est pas en train de composer, elle est juste en train de dire: «Bah, je vais aller dans ce qui est un peu dans le sens du vent». Et prenez pas mon avis pour ça, c'est on regarde, même Bernie Sanders, qui est quelqu'un qu'on peut pas taxer de modéré chez les démocrates, hein, qui est quelqu'un qui est vraiment très, très socialisant. Il dit: «Bah, voilà, elle dit ces choses-là, mais potentiellement, c'est juste parce qu'on est en campagne et elle pourrait très bien, rétropédaler une nouvelle fois lorsqu'elle sera donc élue, si elle est élue et on ne le souhaite pas. Donc tout ça pour dire que lors du débat, Donald Trump a affaire à un nouvel opposant, une nouvelle opposante en la personne de Kamala Harris qui n'a pas présenté de proposition. Donc il y a assez peu de matière pour aller l'attaquer vraiment sur le fond, hormis le fait, et il l'a brillamment fait lors de la conclusion, en la taxant en fait de co-responsable du bilan de l'administration Harris-Biden, dont elle est aux commandes, hein, depuis 3 ans et demi, et qui a généré, bah, une crise inflationniste, une crise migratoire et des crises géopolitiques et militaires, partout, enfin, dans de nombreux endroits dans le monde, à savoir notamment, bah, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les attaques, du Hamas et du Hezbollah et la mer Rouge, dont le commerce est pas quasi paralysé par des satellites de l'Iran avec les Houthis. Donc il y a toutes ces différentes problématiques sont à mettre un peu sur le compte de Kamala Harris et de Joe Biden parce que ça s'est passé sous leur administration. Donc en ce qui concerne le débat en tant que tel, il y a une chose qui est importante de dire, c'est qu'on est à un stade de la campagne où une grande partie des Américains, près de 8 à 9 sur 10, ont déjà arrêté leur choix. L'enjeu, c'est d'arriver à convaincre les franges, ces électeurs indécis. On s'en fiche en soi, si c'est la média qui consacre Kamala Harris, en fait, ça fait les titres, mais ça ne vaut rien. Et de toute manière, les titres étaient déjà prêts avant que le débat ait lieu. On savait déjà que Oui. Kamala Harris allait remporter. Aujourd'hui, c'est l'électeur qui savait pas pour qui il allait voter ou s'il hésitait encore. Est-ce que s'il a été davantage convaincu ou non? Moi, je pense que c'était une prestation qui, Donald Trump était peut-être un peu moins bon que ce à quoi on l'attendait et Kamala Harris a légèrement surperformé. Il faut dire que les attentes étaient assez basses, donc on a 1-1, balle au centre et de fait, derrière, dans l'électorat des indécis, Donald Trump a davantage convaincu les indécis. Et aujourd'hui, si on vous demande ce que vous avez retenu du débat, bah, on pense que, aux propos de Donald Trump qui veut mettre la focale sur ce qui se passe en Ohio, avec un peu les conséquences de cette immigration massive, notamment de la communauté haïtienne, dans des petites villes de 40 000 habitants comme Springfield, qui ont accueilli quasiment du jour au lendemain une population de 20 000 habitants haïtiens, ce qui fait qu'ils ont pris 50% de leur population en plus, et avec tous les problèmes d'intégration et potentiellement, vous savez, les chats et les chiens qui se sont mangés, comme le disait Donald Trump. Donc, à suivre là-dessus, mais c'est curieux de savoir que si on retient une seule chose de cette intervention médiatique, de ce débat qui sera le seul potentiellement en date, il n'en ressort pas grand-chose, hormis bah, cette déclaration qui mettra vraiment la focale sur des sujets qui concernent l'ensemble des Américains et sur lesquels Donald Trump arrivera vraiment à capitaliser. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.